Une séance, celle plénière de l'Assemblée nationale pour entendre la réponse du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs à une question orale qui lui a été posée par l'un des élus. Une sortie, celle d'une promotion formée dans les domaines de l'épidémiologie sur les terrains, clôture de cette formation aujourd'hui à Nouakchott. Une inauguration, celle des nouvelles stations régionales de Radio Mauritanie, celle de Kankossa à Nassaba, c'était aujourd'hui par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 3 juin 2022. 22h que nous commençons donc par l'actualité parlementaire avec cette séance plénière qui s'est tenue hier à l'Assemblée nationale, présidée par le président de cette chambre, et une séance plénière qui a entendu 3 membres du gouvernement pour répondre à des questions qui leur ont été posées par des députés. Ce soir, nous nous intéressons à la question posée au ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Compte rendu Médicane. Cette plénière a été consacrée à la réponse à la question orale posée au ministre des Affaires économiques et des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, par le député Oulsi Dati, concernant les obstacles à la transformation dans le secteur de la pêche et de l'économie maritime. Le ministre a répondu que les retombées économiques diffèrent des retombées financières. Les retombées financières concernent, dit-il, au premier plan, les investisseurs dans le secteur de la transformation et plus particulièrement les opérateurs œuvrant dans le domaine de la poudre de poisson. Il a ajouté que la Mauritanie compte une 40aine d'unités opérant dans le domaine de la poudre de poisson et l'huile, soulignant qu'ainsi 5 000 emplois permanents sont fournis en plus de 10 000 emplois indirects. Sont ainsi fabriquées 1 000 tonnes de poudre de poisson et d'huile. Le ministre a abordé les inconvénients relatifs à cette fabrication au plan environnemental. Depuis l'accession du président de la République à la magistrature suprême, dit-il, aucune autorisation n'a été attribuée aux unités industrielles. Mais, dit-il, l'on s'est suffi d'autoriser les grands assemblages industriels. M. Ousmane Mamadou Kane a rappelé que le secteur accorde une attention particulière aux industries de transformation en Mauritanie afin de promouvoir, renforcer et diversifier l'économie nationale et la création d'une valeur ajoutée, particulièrement dans le domaine de la pêche et de l'économie maritime. Le ministre de l'économie et des secteurs productifs a exprimé sa satisfaction quant à l'avenir des secteurs productifs dans le pays, notamment en ce qui concerne la pêche, les mines et le cheptel. Il a déclaré que le gouvernement ne ménage pas ses efforts pour dynamiser et prodiguer les moyens nécessaires afin de pouvoir atteindre les objectifs fixés dans les domaines du développement et de l'économie. M. Ousmane Mamadou Kane a souligné que le gouvernement prête une attention particulière à de nombreux projets de développement, dont celui relatif au fonctionnement du port de Tanit. Le ministre a indiqué que ces grandes ambitions demandent beaucoup de travail et de volonté pour renforcer les capacités des opérateurs œuvrant dans des domaines en relation avec la transformation. Voilà, le ministre donc des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs hier devant les députés pour répondre à une question qui lui a été posée par l'un des élus relative justement au secteur de la pêche. Son collègue des Affaires étrangères et de la coopération, on doit voir les images. Les voilà donc. Son collègue donc des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur était lui hier à participer à une réception à l'ambassade de la Grande-Bretagne. C'était une réception offerte par l'ambassadeur à l'occasion du 70e anniversaire de l'accession au trône de la reine Elisabeth II. Et c'était l'occasion pour les diplomates britanniques de souligner l'évolution ces derniers temps des relations entre les deux pays, et cela, a-t-il dit, dans différents domaines. Des séquences de cette réception hier soir, c'est
la fin, le départ. Voilà, après les diplomatiques, l'agricole avec la nouvelle approche pour le secteur agricole à la lumière de la récente communication faite en cours du Conseil des ministres. Et c'était l'objet d'une conférence de presse animée aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture. Précision avec Mohamed Khattat. Le ministre de l'Agriculture, M. Adama Bokar Soko, a présenté lors du dernier Conseil des ministres une communication relative à l'initiative de mobilisation nationale pour le développement de l'agriculture en Mauritanie. Revenant sur cette communication devant la presse, le ministre a déclaré: cette communication relative à la mobilisation nationale pour le développement de l'agriculture, approuvé au Conseil des ministres du 1er juin 2022, dans le cadre d'une vision qui nous oriente vers une autosuffisance alimentaire graduelle, conformément au programme Ta'ahoudati de son Excellence le président de la République, M. Ahmed Laouazzane. Et ceci a été manifesté par la déclaration de politique générale de son Excellence, M. le Premier ministre, devant la représentation nationale, de la nécessité d'aller vers la souveraineté alimentaire. Pour ce faire, les objectifs intermédiaires suivants sont visés à travers cette mobilisation. La promotion de la recherche, de la formation, de l'encadrement et du conseil agricole. La gestion rationnelle du foncier agricole. Amélioration importante de la performance du secteur privé national dans le domaine agricole et forte présence de l'investissement privé étranger. Ainsi qu'une croissance et un accroissement important de la production et de la productivité pour toutes les filières agricoles, avec un focus sur l'agriculture pluviale. Enfin, non moins important, la mise en place d'un système de financement et d'assurance agricole. La campagne agricole 2022-2023 en cours de préparation sera le point de départ d'un processus inclusif et durable de la marche de notre pays vers la souveraineté alimentaire. Pour ce faire, une campagne de sensibilisation sera lancée, mais également une caravane agricole qui va durer 3 à 6 mois. Cette caravane aura pour objectif de mettre en relief, de mettre en valeur les bonnes pratiques et les meilleures performances afin d'inspirer la marche vers les objectifs visés, de manière à ce que l'ensemble des parties prenantes, toute la population, aille de l'avant vers l'intérêt de l'essor du développement agricole dans notre pays. Il est vrai que pour penser une stratégie d'autosuffisance alimentaire, il faut soutenir les efforts déployés en matière d'autosuffisance céréalière, notamment en riz, et soutenir l'agriculture pluviale et oasienne avec un accent particulier sur les cultures des légumes et des fruits. Voilà donc pour cette conférence de presse animée aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture pour expliquer justement les tenants et les aboutissants de la communication faite récemment
au cours d'une réunion du Conseil des ministres. Page médicale à présent avec cette formation sur l'épidémiologie sur le terrain, une formation qui vient de se dérouler à Nouakchott, clôture aujourd'hui et sous la supervision du ministre de la Santé, et c'est le fruit d'une coopération entre la Mauritanie et les États-Unis. Précision avec Bokar Baïleba. La formation de ce groupe constitué de 22 éléments du ministère de la Santé s'inscrit dans la continuité du groupe ayant bénéficié de la même formation précédemment pour renforcer et accompagner le système de santé en général et le domaine des épidémies en particulier. Cette formation prouve l'engagement de la Mauritanie à améliorer la surveillance épidémiologique grâce à la formation technique continue de son personnel de santé. D'ailleurs, le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, a expliqué que ce groupe a bénéficié d'une formation sur les épidémies en matière d'anticipation, d'enquête et de surveillance, ainsi que sur les solutions et le suivi. Il a indiqué que les centres américains de prévention et de contrôle des maladies disposent d'une grande expérience dans ce domaine, appelant toutes les composantes à tirer le meilleur parti de cette formation. Le ministre de la Santé a appelé à davantage de coopération avec les centres américains de prévention et de contrôle des maladies et d'autres universités et instituts américains spécialisés dans ce domaine. La sortie de la 3e promotion permettra de renforcer le système sanitaire national dans le domaine de la surveillance épidémiologique. Il y a 3 mois de cela, en février 2022, nous avons lancé la reprise de ce programme des centres de prévention et de contrôle des maladies des États-Unis d'Amérique, le CDC. Le CDC a aidé à former plus de 18 000 détectives en santé dans plus de 80 pays à travers son programme phare, la formation en épidémiologie de terrain, FETP en anglais. À ce lancement, j'avais déjà noté l'enthousiasme dans les regards de nos chers résidents, la 3e cohorte. Aujourd'hui encore, je retrouve les mêmes sentiments en leur regard, à travers leurs regards. En effet, la détermination de nos acteurs de santé s'avère plus que nécessaire aujourd'hui pour faire face aux défis de santé publique actuels et futurs. FETP augmente la capacité du pays à prévenir, détecter et répondre aux menaces anticipées et celles qui ne sont pas attendues de façon précoce. FETP aide aussi à compenser le déficit d'épidémiologistes qualifiés. Il assiste aussi les pays à construire leur capacité critique en matière de sécurité sanitaire globale en élargissant le pool du personnel de santé publique. Pour le réseau des épidémiologistes africains, les participants bénéficiaires de cette formation sont désormais des maillons incontournables de la chaîne de la surveillance épidémiologique. Je me réjouis des résultats combien éloquents auxquels vous êtes parvenus au terme de 3 mois de formation, dont je ne pouvais douter d'ailleurs pas au regard de la qualité des participants que vous êtes. Aussi, suis-je convaincu que vous êtes désormais mieux outillés, chers participants, non seulement par rapport aux compétences d'un épidémiologiste de terrain niveau frontline, mais aussi et surtout à l'intérêt pour mieux faire comprendre à tous les acteurs de la santé publique les missions qui sont les vôtres et assumer pleinement les rôles et responsabilités assignés. Pour rappel, ce programme conçu par les centres américains de prévention et de contrôle des maladies constitue une approche concrète du transfert de compétences en épidémiologie de terrain dans le monde depuis les années 80. 22 cadres du ministère de la Santé formés dans le domaine de l'épidémiologie sur le terrain. C'est une coopération entre la Mauritanie et les États-Unis. Dans le domaine des médias, a signalé cette nouvelle naissance dans l'audio. Et s'il s'agit d'une nouvelle naissance à Radio Mauritanie, il s'agit de la radio régionale de Kankossa. On doit voir les images. Régionale de Kankossa par les ministres
de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement. Il s'agit donc, c'était aujourd'hui, donc cette inauguration et cette station entre dans le cadre du renforcement de l'action de Radio Mauritanie après les capitales régionales. Donc c'est au tour des Muqata'a maintenant d'avoir leur station. Nous reviendrons plus en détail sur cet événement. Ça, c'était donc l'inauguration de la station de Kankossa à Nassaba aujourd'hui, donc par le ministre de la Culture en présence d'Iwali de la Saba ainsi que d'autres autorités, bien entendu le directeur général de Radio Mauritanie. Retour à Nouakchott pour parler de cette séance de travail entre le délégué général de Tazor et une délégation donc de la Banque mondiale conduite par son directeur régional des opérations. C'était aujourd'hui ici à Nouakchott, l'occasion pour le délégué général de remercier la Banque mondiale pour son précieux appui technique et financier au programme de Tazor, des programmes dont l'objectif, a-t-il dit, est de réaliser un développement social et économique particulièrement au profit des populations donc les plus pauvres et les plus démunis. Une page culturelle mais en même temps sportive avec cette édition du tir à la cible. Il s'agit de l'édition Ligou Chichi, coup d'envoi aujourd'hui à Tigant qui relève du département de la Muqata'a de Mederdra. Durée 3 jours, coup d'envoi donné par le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Culture, des Sports et des Relations avec le Parlement. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent Mohamed Mustafa Babou, compte-rendu revue en français par Abdoulaye Demeba. 33 clubs prennent part à ce tournoi qui se tient au niveau de la localité de Lekrabewa au sein de la commune de Tigint. Ce tournoi de tir à la cible traditionnel qui va durer 3 jours a été supervisé par le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, en présence des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya du Trarza, Ahmedou Khaytara, secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, a affirmé que cette compétition se tient dans des conditions marquées par la convivialité et le consensus qui correspondent aux valeurs des pratiquants de ces disciplines. Il a en outre indiqué que le tir à la cible traditionnel est une activité sportive importante au vu de son impact aussi bien physique que mental sur le compétiteur. Le président du club de tir à la cible traditionnel de Boutelmid a pour sa part apprécié les conditions de déroulement de ce championnat. Il a souligné que cette discipline est l'expression de la culture arabe et africaine qui, conclut-il, est marquée par la participation de toutes les wilayas du pays. Voilà pour cette édition de Ligou Chichi qui voit la participation de 33 équipes. Coup d'envoi aujourd'hui, durée 3 jours et tout cela se déroule à Tigant qui relève de la Muqata'a de Mederdra. Retour à Nouakchott qui a vécu, vous le savez, ces derniers jours, quelques perturbations dans le domaine de l'électricité. À quoi sont dues ces perturbations? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour éviter de telles perturbations? Élément de réponse dans une conférence de presse animée aujourd'hui par la direction générale de la Sonelec. Précision sur cette conférence de presse avec Mohamed Khattat. Dans le souci de l'amélioration des performances de la Sonelec, condition sine qua non de la réussite des programmes de transformation du secteur de l'électricité en cours de restructuration, le directeur général de la société, M. Cheikh Abdallahi Bouda, a déclaré que durant la semaine en cours, la ville de Nouakchott a connu des turbulences dans la couverture électrique en raison des facteurs externes liés principalement à l'impact des conditions climatiques sur l'approvisionnement en hydrocarbures. De même, a-t-il souligné que les autorités compétentes ont pris toutes les mesures nécessaires pour remédier définitivement à cette situation en réalisant un pont terrestre reliant Nouakchott à Nouadhibou et que le service d'électricité devait être établi dans les heures qui suivent. Notons qu'il y a des navires qui sont actuellement en route pour approvisionner Nouakchott, ce qui est de nature à rétablir le service d'électricité à sa position normale.
Abdallah Bouda a appelé les citoyens à adopter des réflexes de rationalisation de l'énergie dans ces conditions marquées par de fortes perturbations au niveau du marché international des produits pétroliers en conjonction avec la période de pointe de la consommation au niveau national. Il a également affirmé que toutes les stations et réseaux de la société fonctionnent de manière constante et s'améliorent. Revenant sur la restructuration de l'entreprise, le directeur général a indiqué que l'un des thèmes les plus importants de cette opération est de définir les responsabilités, de rapprocher le service du citoyen et d'améliorer la bonne gouvernance. Comme quoi, cette conférence de presse vient éclairer l'opinion publique et évoquer l'état général de la couverture des services d'électricité dans le pays. La conférence de presse animée donc aujourd'hui par le directeur général de la Somelec. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec 5 étapes, 3 à l'intérieur du pays et 2 à Nouakchott. Première étape, donc, c'est de Suti sur le tronçon de la route de l'Espoir, sur le tronçon le Bouti-Limite à Lègue, là où se vient de se dérouler un accident mortel. Et d'ailleurs, pour cela, une délégation du ministère de l'Équipement et des Transports s'est rendue sur place aujourd'hui. Compte rendu de notre envoyé spécial Sidi Bouya Ahmed, compte rendu revient en français par Bokar Baïleba. La route de l'Espoir a encore fait des victimes, notamment sur l'axe Bouti-Limite à Lègue, où 4 personnes ont perdu la vie dans une collision entre un poids lourd venant de Nouakchott et un car venant de Sélibabi. Les causes de l'accident restent inconnues à l'heure où nous diffusons cet élément, car l'enquête est en cours pour élucider les causes du drame. Les blessés sont évacués vers l'hôpital Cheikh Ahmed Ben Khalifa de Bouti-Limite. Les autorités administratives ont été dépêchées sur le lieu du drame pour constater de visu l'ampleur des dégâts sur cet axe routier qui vient de bénéficier d'une réfection. La mission du ministère de l'Équipement et des Transports s'est également rendue à l'hôpital Cheikh Ahmed Ben Khalifa de Bouti-Limite pour apporter soutien et réconfort aux blessés. Au terme de la visite, le Conseil des ministres de l'Équipement et des Transports, Mohamed Eli Abouka, a souligné que le département ne ménagera aucun effort pour sensibiliser sur la sécurité routière, précisant que cette visite a permis de constater l'ampleur des dégâts. Ainsi, la stratégie nationale pour la sécurité routière est basée sur un certain nombre d'axes, notamment le renforcement du cadre institutionnel, organisationnel et technique. Nous sommes donc là pour constater in situ les circonstances qui ont conduit à cet accident. Nous sommes accompagnés par le conseil du ministre en charge des transports, le directeur des infrastructures sur financement extérieur, le directeur de l'ATTM, mais également accompagnés des autorités locales pour, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, visiter in situ les circonstances de l'accident. Mais nous nous sommes rendus également à l'hôpital de Bouti-Limite, l'hôpital Hamad Ben Khalifa, où nous avons effectivement rendu visite aux blessés. Nous souhaitons donc prompt rétablissement aux blessés et prions Allah subhanahu wa ta'ala d'ouvrir les portes du paradis aux défunts. Que le verdon soit leur demeure éternelle. En tout cas, je rappelle ici l'instruction du ministre qui nous a rappelé que les plus hautes autorités du pays sont véritablement engagées pour améliorer la sécurité routière, pour faire en sorte que nos routes soient plus sûres. Et pour cela, il en appelle à la responsabilité de tous pour qu'il y ait un comportement responsable, un comportement qui respecte la vie de manière générale. Pour rappel, la stratégie nationale de sécurité routière prévoit également de mettre l'accent sur les dimensions éducatives et médiatiques, en plus de l'instauration des contrôles techniques des véhicules. Le tronçon donc Bouti-Limite à Lègue de la route de l'Espoir qui a fait de nouvelles victimes, 4 morts à la suite d'un accident de la route. Et d'ailleurs, c'est l'objet de la visite d'information effectuée sur place par une délégation du ministère de l'Équipement et des Transports, s'informer sur la situation de la route, mais en même temps prendre les mesures nécessaires pour éviter que de tels accidents se reproduisent. Eh bien, nous restons toujours sur la route de l'Espoir et nous poursuivons notre route vers un peu plus à l'est. Notre prochaine étape, c'est Aïoun, la capitale
d'Ihod El Gharbi, Ayoun, qui a vécu aujourd'hui à l'ère du lancement de certains projets de sécurité alimentaire. Compte rendu de notre correspondant permanent Ahmed Septi, compte rendu revient en français par Abdul Ademba. Le Wali du Hode Gharbi a supervisé le lancement de 150 projets de développement d'activités génératrices de revenus. Cette intervention du commissariat à la sécurité alimentaire CSA comprend principalement la distribution de denrées alimentaires, d'engins et de grillages pour les agriculteurs, entre autres. Le Wali du Hode Gharbi, Mokhtarul Hind, a affirmé que cette intervention rentre dans le cadre du programme Mes priorités du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, afin de venir en aide à toutes les couches de la société, se dit-il, par le biais de projets d'activités génératrices de revenus. Il a en outre mis en avant la nécessité pour les citoyens et les bénéficiaires de se rendre compte de l'objectif de cette activité qui, dit-il, est d'augmenter la production agricole afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en denrées. Ainsi, le Wali a aussi procédé à la distribution de 154 tonnes de blé, de 30 tonnes d'huile, 40 tonnes de ciment, entre autres, au profit des habitants. Ces différents produits sont dédiés aux agriculteurs de celui-là et à Salem Ould Sidna, délégué régional du CSA au Hode Gharbi, a indiqué que celui-là dispose de 151 projets de développement dans le cadre du programme du chef de l'État, en plus des activités génératrices de revenus AGR et d'autres projets qui vont être lancés prochainement. Ce bénéficiaire n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Il a déclaré qu'il a eu à tirer profit de ces financements au sein de la localité où il réside. Voilà, après donc le social, le pédagogique qui nous amène cette fois dans le sud, précisément au bord du fleuve Sénégal. Et là, nous sommes à Kayedi, la capitale du Gorgol. Kayedi, dont l'ENI, l'école normale des instituteurs, vient de procéder à la sortie de sa 6e promotion. Une promotion composée de plus d'une centaine d'enseignants en français, en arabe et bien entendu des bilingues. Compte rendu de notre correspondant permanent Abdallah Souvi, compte rendu revu en français par Mohamed Khattat. Enseigner est un métier qui s'apprend. Peuvent affirmer, sans risque d'être démentis, les élèves maîtres de cette 6e promotion de l'École nationale des instituteurs de Kayedi qui viennent d'achever leur formation. Au nombre de 122 formés pour enseigner en arabe, en français et dans les filières bilingues, ils vont désormais renforcer les staffs pédagogiques appelés à jouer un rôle central dans la mise en place de l'école primaire. Prenant la parole à cette occasion, le Wali du Gorgol, M. Ahmed Noussi Debe, a déclaré que cette formation a été marquée par le sérieux et la rigueur pour acquérir des connaissances académiques à même d'améliorer la pratique d'enseignement pour accomplir son devoir national, sachant que le président de la République accorde une attention particulière à l'éducation et à sa réforme à travers l'émergence d'une école républicaine à laquelle tous aspirent pour former les générations montantes. C'est dire que cette promotion, dite d'excellence et succès 2022, s'est caractérisée par l'effort et le dynamisme, comme l'a souligné le représentant de la promotion dans un vibrant hommage rendu à l'administration de l'école et au personnel enseignant pour les efforts qu'ils n'ont cessé de fournir pour la qualité de la formation. La cérémonie a été également marquée par les distributions des diplômes, amorçant ainsi l'entrée dans une nouvelle vie pour ces instituteurs où ils auront la responsabilité de faire naître une nouvelle école républicaine qui construit et forme les cadres de demain. Et ça, ce sont c'est la 6e promotion de l'ENI de Kayedi. Je rappelle les chiffres, 58 enseignants pour l'arabe, 33 pour le français et 34 bilingues. Et dans le domaine pédagogique, on va y rester, mais cette fois en Nouakchott avec cette cérémonie organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de la réforme du système éducatif en collaboration avec l'association des parents d'élèves. Cela s'est déroulé dans l'école Hussein, dans la Muqata'a d'Arafat, dans la wilaya de Nouakchott Sud. Alors, quel était l'objectif et sur quoi portait cette cérémonie, Bokar Baylaba? Ensemble pour offrir l'uniforme scolaire. Tel est le slogan de cette cérémonie
organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, en collaboration avec l'association des parents d'élèves de la Muqata d'Arafat. L'objectif est de mettre l'accent sur la symbolique et les valeurs de l'uniforme dans le milieu scolaire. D'ailleurs, la directrice de l'enseignement fondamental a souligné l'importance de l'uniforme dans ce qu'il convient d'appeler l'école républicaine à laquelle aspire le peuple mauritanien. Et le slogan de cette cérémonie en est une parfaite illustration. Le maire de la commune d'Arafat, Hussein Mohamed, s'est lui aussi appesanti sur l'importance de l'éducation dans le développement économique et social durable. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de la réforme de l'éducation engagée par le ministère de tutelle, dont l'objectif est de faire naître l'école républicaine. Voilà donc pour cette activité organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif aujourd'hui à Nouakchott. Vous l'avez compris, il s'agit donc d'une tenue uniformisée pour, en tout cas c'était le slogan de la cérémonie, donc une tenue uniformisée pour les élèves. Et les élèves n'étaient pas absents de cette activité dont on va parler, une activité entreprise par les GGSR, autrement dit le groupement général de la sécurité routière, car il s'agit d'une sensibilisation où les élèves ont été impliqués, une sensibilisation qui entre dans le cadre de la semaine arabe de circulation. Abdoullah Demeba. Les agents du groupement général de sécurité routière GGSR ont, dans le cadre de la semaine arabe de la circulation routière tenue, à participer activement à cette 9e édition dont le thème s'articule autour d'une circulation moderne et sécurisée. Dans cette optique, des campagnes de sensibilisation ont été engagées afin de mettre en avant l'importance de suivre et se conformer aux mécanismes de la sécurité routière. Ainsi, des dépliants ont été distribués aux automobilistes. Ils ont profité de cette opportunité pour informer les conducteurs qui sillonnent les principales rues de la capitale de la nécessité de se conformer aux règles établies. Des dépliants ont aussi été remis au niveau des sièges des fédérations routières. Les agents du groupement général de la sécurité routière se sont par ailleurs rendus dans les écoles pour informer la famille scolaire, particulièrement les apprenants des normes en la matière, et inculquer aux élèves la notion de la sécurité routière. Et voilà, et sur cette activité de sensibilisation dans le cadre donc de la semaine arabe de sécurité, se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'Assemblée nationale. C'était bien entendu hier lors d'une séance plénière consacrée à une question d'un député au ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Et bien entendu, la réponse du ministre. Ici, nous sommes donc ici à Nouakchott. C'était aujourd'hui la sortie d'une nouvelle promotion. 22 cadres du ministère de la Santé formés dans le domaine épidémiologique sur le terrain. C'est une coopération entre la Mauritanie et les États-Unis. Et ici, nous sommes à Nassaba, précisément à Kankossa, qui dispose désormais d'une station régionale de Radio Mauritanie, une station qui a été inaugurée aujourd'hui par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Voilà pour le rappel des titres et le rappel des mesures préventives. Certes, le comité interministériel chargé de l'évolution de la pandémie de la COVID-19 a quelque peu allégé ces mesures tout en insistant sur la vigilance car le virus est toujours là et elle a appelé toujours à continuer à respecter les mesures préventives et à insister surtout sur la vaccination car vaccination et mesures préventives, voilà l'arme la plus efficace contre la COVID-19. La vaccination, vous pouvez le faire donc dans tous les centres de santé, que ce soit pour la première dose ou la deuxième dose ou encore la troisième, autrement dit la dose de rappel. Ce sont des gestes très simples et pourtant ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains, prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien pas d'approche et pas non plus de reproches et tous vaccinés bien entendu, tous protéger. Et sur ce,
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.